Rebonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent je salue de nouveau tous ceux qui étaient avec nous pour les débats qui se poursuivent à Emerging Valley 5e édition. Nous allons maintenant parler de financement, d'investisseurs, qui est une tradition Emerging Valley, la question du VC, la question de la recherche de financement pour les startups et le regard croisé entre les startups et les investisseurs. 2021, année de l'émergence des licornes africaines. Comment et pourquoi la tech africaine peut devenir le nouvel épicentre du VC international. Nous avons réuni un panel de très haut niveau, de renom, et je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements nos panélistes, à commencer par Madame Isabelle Bébéard, qui est la directrice des affaires internationales et européennes de BPI France. Madame Bébéard, vous pouvez nous rejoindre. Madame Marem Dieng, qui est la Global Innovation Director et Africa Director de 500 Global. Marem Dieng. Nous avons également Habiba Hadi, qui est la chef de projet du programme Meet Africa, qui est partenaire officiel d'Emerging Valley. Habiba, sous vos applaudissements. Je vous demande également d'applaudir Bambalo, qui est le fondateur d'une future licorne, qui est une très belle success story africaine, le fondateur de PAPS. Et je vous demande de l'applaudir sous vos applaudissements, de l'accueillir sous vos applaudissements. Cher Bamba. Nous avons la chance d'avoir en ligne avec nous un des plus gros fonds japonais actifs en Afrique, Satoshi Shinada, qui est le General Partner de Keppel Africa Digital Ventures. Hello Satoshi, do you hear us? Live from Japan. Bonjour, Monsieur Shinada. Est-ce que vous nous entendez? Vous êtes en direct depuis le Japon. Monsieur Grégory Clément, qui n'a pas pu venir à Marseille, qui est retenu, mais qui a tenu à être là avec nous et qui est normalement connecté avec nous en digital. Est-ce que Grégory Clément est avec nous? Alors peut-être que la liaison va être établie un peu plus tard. En tout cas, nous avons Grégory Clément interviendra tout à l'heure. En tout cas, nous avons un très beau panel, un très beau plateau qu'on va démarrer en parlant de 2021. 2021 a révélé tout le potentiel de la tech africaine et avec l'arrivée de plusieurs, non pas une, non pas deux, mais au moins 4 licornes africaines, et notamment l'apparition de l'Afrique francophone sur cette carte de la tech et des investisseurs dans la tech africaine. On peut parler d'exploit. Et l'apparition de ces nouvelles pépites, quelque part, change aussi le paradigme. Alors, on a tous parlé de Wave, qui est une des plus successful startups dans le monde francophone, qui a fait beaucoup la une de la presse économique africaine. Mais est-ce qu'on peut aussi se projeter un peu plus en matière de prospective et de voir où on va dans ce paysage de l'investissement? Est-ce qu'on verra de plus en plus de licornes? Comment aussi se forment ces licornes et où est la part de l'investissement africain, de l'investisseur africain aussi dans cette destinée de la tech africaine? Toutes ces questions, je vais les poser à tous mes invités. Et je vais commencer tout d'abord par Marem Dieng. Alors, en français ou en anglais? En français. Bon, très bien. Alors, vous êtes le Global Innovation Strategy Lead et Africa Director de 500 Global, un fonds d'investissement de la Silicon Valley qui est très actif, qui a l'une des plus grandes réputations, un petit peu comme le Y Combinator, et qui focus beaucoup sur les startups tech africaines. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire l'activité de votre fonds, qui est très actif, et aussi nous dire quelques mots sur comment est-ce que vous avez vu cette année 2021 par rapport aux années précédentes, et notamment cette révolution du financement dans la tech et dans les startups africaines? Je vais commencer par, bien sûr, Samir, vous remercier aujourd'hui d'inviter 500 à Emerging Valley. Aujourd'hui, en tant que fonds investissement, surtout basé à San Francisco, l'Afrique est une priorité pour nous, mais pas seulement l'Afrique. Les marchés émergents aujourd'hui prouvent et démontrent encore une fois que l'investissement VC, non seulement a sa place dans les marchés émergents, mais et en forte demande de ce qu'on voit en termes de performance des startups. Et l'année 2021 en est une preuve. Aujourd'hui, on se rend compte que l'investissement VC qui est rentré en Afrique cette année a quadruplé de ce qu'on a vu de l'année 2020. Donc, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un appétit fort pour les investisseurs en Afrique. Non seulement, encore une fois,
parce qu'il y a des opportunités d'investissement, mais aussi parce que c'est dans l'intérêt même de tout investisseur de regarder aujourd'hui la performance des startups africaines. Ensuite, aujourd'hui, pour nous, 500, comme Samir l'a dit tout à l'heure, nous sommes basés à San Francisco. Nous sommes un fonds d'investissement. Nous investissons dans du seed en priorité. Nous avons aussi des opportunités d'investissement en série A et série B, forcément. Aujourd'hui, notre portfolio s'étend à plus de 2700 startups. Nous sommes présents sur 77 géographies. Nous avons aussi dans notre portfolio plus de 41 licornes. Et notre focus, avant tout, c'est de pouvoir uplifter les économies à travers l'entrepreneuriat. Et la manière dont on fait ça est vraiment pour nous concentrer sur l'investissement. Pourquoi ? Parce qu'il est important de donner des opportunités de développement aux économies. Et avant tout, il est important de faire ça dans des industries qui sont reliées aux challenges et aux problèmes que ces contextes locaux expérience. Et pour nous, aujourd'hui, dans le travail que nous faisons, non seulement nous supportons des startups, mais au-delà de ça, nous supportons des économies. Et nous cherchons à le faire dans le plus de marchés émergents possible. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons investi dans plus de 78 compagnies. Bien sûr, nous avons investi dans des entreprises, dans des géographies un peu plus, on va dire, populaires comme l'Égypte, le Nigeria, etc. Mais comme Samir l'a bien dit tout à l'heure, nous voyons aujourd'hui aussi des pays comme le Ghana, le Sénégal, le Kenya, qui sont la Tanzanie d'ailleurs, qui sont aujourd'hui des géographies où l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat à travers la technologie devient une source primaire d'adresser des challenges locaux. Et pour nous, c'est le focus de tout ce qu'on fait. Merci beaucoup, Marem. On va revenir vers toi très vite, mais d'abord, je vous demande d'applaudir Marem pour son intervention. On voit qu'on a l'un des plus gros fonds de la Silicon Valley parmi nous et qui est venu à Marseille spécialement. C'est un vrai plaisir de t'avoir, Marem. Et je crois qu'à la fin de ta plénière, il y a plein de gens qui vont venir te voir pour te pitcher avec des decks dans la main. Mais tout de suite, je vais me tourner vers we'll talk to Satoshi, live from Tokyo. Nous allons parler avec M. Shinada. Nous avons l'opportunité heureuse aujourd'hui d'avoir l'un des plus grands investisseurs japonais. Malheureusement, il n'a pas pu venir à Marseille en personne à cause des restrictions sanitaires. Merci beaucoup, M. Shinada. Ma question, c'est Keppel Africa, vous êtes basé à Lagos. Vous avez récemment installé en Afrique un portefeuille investissement très impressionnant. Quelle est la stratégie d'investissement chez Keppel et quelles sont vos régions et secteurs préférés? Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous rencontrer tous. Malheureusement, je vous parle depuis le Japon à cause des restrictions, mais je suis très fier d'être là parmi vous, même si c'est en digital. Nous, chez Keppel Africa Ventures, nous sommes basés à Nairobi, Lagos et Tokyo. Et moi, je suis chargé des investissements en Afrique du Nord. Nous avons investi dans plus de 90 startups dans plusieurs secteurs depuis 3 ans. Pour votre question sur notre stratégie d'investissement, tout d'abord, nous avons remarqué une énorme lacune dans la phase seed des startups. Donc, nous avons commencé par investir dans ces startups. Et non seulement, il est également important d'investir pendant les phases suivantes, non seulement à la phase seed, pour créer une plateforme d'investissement afin d'accompagner des startups depuis de la phase seed à la phase croissance. Notre rôle était d'investir très vite dans les phases seed et puis progresser jusqu'à la série A et la série B. Cette année, nous avons déjà connecté notre portefeuille d'investissement avec 7 entreprises japonaises. Nous voulions donc intégrer des investisseurs physiques dans l'écosystème en Afrique pour créer plus d'opportunités de croissance et des opportunités d'achat pour les entreprises japonaises.
cela va être notre stratégie d'investissement basique. Parmi les 7 entreprises japonaises, elles sont toutes basées sur les marchés francophones. Je ne peux pas vous dire les noms parce que ça n'a pas été encore annoncé, mais nous sommes implantés sur les marchés dans l'Afrique de l'Ouest. En plus, parce que nous avons plus de 90 entreprises dans notre portefeuille, nous essayons de favoriser les échanges entre ces entreprises. Notre mission est de créer de nouvelles industries en Afrique. Nous ne voyons pas les investissements comme des interventions ponctuelles. Nous voulons créer un cluster de modèles économiques que nous pouvons alimenter par la suite. Ça, c'est notre stratégie d'investissement basique. Et pour répondre à votre question, quels sont nos secteurs préférés? En fait, nous avons 4 piliers d'investissement, dont le premier est l'infrastructure, sur lequel d'autres startups ou entreprises peuvent développer leur activité. Le deuxième pilier est l'accompagnement des entreprises B2B. Si vous regardez l'écosystème africain actuel, le marché est toujours relativement immature. Le pouvoir d'achat n'est pas aussi élevé que dans d'autres marchés et la chaîne d'approvisionnement n'est pas encore suffisamment efficace. Il faut que l'on travaille sur ça pour l'améliorer. Il faut que l'on s'adresse au prix pour les consommateurs locaux pour rendre les produits plus abordables pour ces consommateurs. Et normalement, en Afrique, la coutume se base plutôt sur des entreprises familiales, des SME, des PME. Et nous voulons les accompagner pour améliorer leur pouvoir d'achat. Nous voulons investir dans l'innovation en Afrique qui peut par la suite se développer en dehors de l'Afrique. Notre mission est d'accompagner des startups africaines Nous sommes très passionnés par l'idée d'investir dans des modèles économiques qui s'appuient sur le digital notamment. Voici nos actions. Thank you very much. I will come back to you right away, but first, j'ai une question pour toi, mon cher Bamba. Tu es le fondateur de PAPS. Alors PAPS, moi j'ai vu quand tu as démarré au tout début, c'était une idée. Et aujourd'hui, tu es en train de devenir une des plus belles success stories tech, notamment dans la mobilité d'Afrique de l'Ouest. Pampa propose des solutions uniques pour le transport de marchandises pour les villes, et notamment qui permet de solutionner tout ce qui a trait au niveau de l'informel, au niveau de Dakar. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter ta solution et nous montrer aussi, est-ce que ce type de modèle est attractif pour les investisseurs qui veulent investir aujourd'hui dans la tech africaine et quelque part, tu viens de lever des fonds récemment, nous parler un peu de ton parcours à ce niveau-là. Ouais, je te remercie Samir, bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Bamba Lo, je suis le cofondateur de PAPS. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas PAPS, c'est une plateforme logistique. Donc ce qu'on fait typiquement, c'est qu'on crée une infrastructure qui permet à nos clients de faire du business plus facilement dans nos pays. Cette infrastructure-là, on la compose d'entrepôts, de points relais et d'une flotte qui va permettre à des pharmacies, des grossistes pharmaceutiques par exemple, d'approvisionner toutes les pharmacies du pays. Ce qui était auparavant fait par de l'informel. Parfois, on avait même certains vaccins qui étaient transportés par des charrettes ou sur des bus. Donc pour vous dire qu'on vient d'une infrastructure qui est quasi néante ou très informelle. Et nous, notre challenge, ça a été de trouver des solutions pour la formaliser. Alors ça, comment est-ce qu'on l'a fait? C'est qu'on s'est d'abord, comme tout le monde, on s'est dit on va faire une application, on va la mettre dans les mains de 3 personnes et ça va marcher comme Uber. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas comme ça, donc il fallait créer toute l'infrastructure autour. Donc on a été obligé de créer une académie où on recrute des gens,
on les forme et derrière, on est capable de leur financer des véhicules à travers des partenaires. Et donc, la facilité d'accès aux véhicules aujourd'hui, c'est plutôt un frein. Et de l'autre côté, pour notre client, on propose une solution complète de logistique. Notre rapport avec les investisseurs, il est arrivé un petit peu tard dans notre histoire, entre guillemets tard, mais c'est toujours relatif, mais voilà, 2 ans après en tout cas qu'on ait lancé notre activité. Et en reparlant avec les premiers investisseurs qui ont investi en 2018, à la base, ils investissent que sur l'équipe, tu vois, évidemment. Ils ont vu 2 personnes, Rokhaya et moi, ils se sont dit, ce sont des gens qui ne vont pas arrêter, et donc on va parier sur eux, ils ont le potentiel de faire quelque chose. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où la société a beaucoup évolué, on est à un autre niveau, et on est sur des montants de financement qui sont différents, avec des intérêts également différents auprès des investisseurs. Donc l'investisseur, j'ai envie de dire seed ou pre-seed que l'on va intéresser, principalement, c'était sur des critères d'intuiti personae, quoi. Le gars se dit qu'on va être sérieux, on va faire le boulot. Autour de ça, il y a des données de marché. Le marché a un beau potentiel. Peut-être qu'en sortant avec 1% ou 2% sur ce marché-là, on peut faire une grosse société. Et puis, est-ce qu'on est sur, en tout cas, une idée ou une activité avec laquelle on a assez d'expérience, où on a la technologie qu'il faut pour pouvoir l'exécuter. Et donc, ça a été le cas. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on est PAPS. Donc, cette année, on va terminer à peu près à 3,5 millions de livraisons au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour différents secteurs d'activité, donc banque, telco. Il faut voir, le truc très simple, c'est que dans nos pays, il n'y a pas de poste. Et donc, aujourd'hui, le rôle de PAPS, c'est de jouer ce rôle-là de poste dans nos pays. Voilà. Je vais tout de suite passer la parole à Abiba et Isabelle, mais j'ai quand même une petite question là, que je ne peux pas ne pas poser à toi et à Marem. On voit qu'il se passe quelque chose au Sénégal. Hein, et on a vu la success story de Wave, on voit de plus en plus de startups. On aura ce soir Monsieur le ministre Papa Amadou Sarr qui va intervenir sur la plénière de clôture. Est-ce que vous voyez arriver cette vague des investisseurs et des startups à succès sénégalaises qui pourraient inspirer? On a eu tout à l'heure l'exemple tunisien, on a eu Monsieur le ministre de Côte d'Ivoire. On peut voir une émulation venir du Sénégal au niveau de l'investissement? Oui, au niveau de l'investissement, je pense que oui, si on prend en compte que l'investissement est une brique de cet écosystème global. Il faut savoir, au Sénégal, depuis une quinzaine d'années, on travaille sur la création d'un écosystème. Ça a commencé avec le CETIC, que j'avais visité à l'époque, et donc beaucoup d'actions ont été menées depuis cette époque-là, et c'est tout ça qui a été repris. Donc, on a eu des grosses boîtes, je pense à Wari par exemple, je pense à Jumia, qui est quand même, le Sénégal a été un gros pays pour Jumia, qui ont créé les talents nécessaires à l'éclosion de startups de qualité. On parle de Wave, la general manager de Wave, c'est une ancienne de InTouch. Donc tu vois, tout le travail que Omar a fait à l'époque, elle est passée chez Weasel, que les Sébastien, les Ken ont fait aujourd'hui chez Wave, c'est tout ça en fait, c'est un cycle. Et donc demain, on peut se dire que les gens qui sont passés chez PAPS créeront des sociétés ou entreront en tout cas dans des sociétés qui auront ce qu'il faut pour aller to the next step. Et plus on évoluera, plus donc ces données-là croisées au PIB, le FMI nous dit en 2023, c'est 10% de croissance au Sénégal. Aujourd'hui, c'est 5,7. La moyenne Afrique subsaharienne, on est à 3,5. Donc, il y a quelque chose au Sénégal. Donc, le côté talent, totalement. Côté croissance du pays, oui. Côté investisseur, on en a de plus en plus. On a Partech, on a ODV, on a Mariem. C'est 500 global quand même, les Sénégalaises. C'est pas rien. Il y a forcément quelque chose qu'on peut déceler. Et après, tu as des investisseurs francophones, très peu, en tout cas français, très peu, qui viennent vraiment investir en Afrique. Moi, j'en connais un qui investit vraiment en Afrique, c'est Savio. Ils sont là-bas. Il est là, il est avec nous. Ils sont là-bas, ils sont underground, ils sont installés en Abidjan, ils sont installés au Kenya et ils sont proches des startups. Après, ce qu'on voit, c'est des investisseurs qui sont à Paris, qui regardent des fichiers Excel et pour qui prendre une décision prend 1 an. En face de ça, tu as des Japonais et des Américains, en 6 mois, c'est fini. Hein. Moi, Satoshi, on travaille avec eux, ça a pris 2 semaines. Et pendant ce temps-là, on parle avec des investisseurs qui, depuis 9 mois, qui sont là, basés à la Défense. Tu vois. Donc, il y a tout ça aussi. Donc, oui, je pense que des licornes elles vont se créer, que les opportunités vont venir de partout, des États-Unis, du Japon, de partout. Et nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, on est très opportunistes là-dessus aujourd'hui. Tu vois, pas de complexe à aller voir ailleurs. Et le train qu'il ne faudrait pas louper, je pense, c'est celui de se dire que l'institutionnel va investir en Afrique. Pour moi, c'est comment des entrepreneurs français ou de diaspora vont créer des fonds sur lesquels des gros instituts vont investir et qui vont se rapprocher des entrepreneurs pour parler avec eux le langage qu'on comprend. Très bien. Merci beaucoup. Et sans partialité, je pense que
Bamba soulève un point qui est extrêmement important, c'est que le Sénégal fait le travail de l'entrepreneuriat depuis 15 ans. Donc c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on a une nouvelle génération d'investisseurs qui sont intéressés sur des startups sénégalaises, mais ce qui est encore plus important, c'est que effectivement, des entrepreneurs comme Omar, des personnes du CETIC, des personnes qui vraiment lèvent l'écosystème sénégalais depuis maintenant plus de 15 ans, avec un focus primaire sur l'entrepreneuriat, parce que quelque chose d'assez important que je vois au Sénégal et que j'aimerais beaucoup voir dans d'autres pays francophones aussi, c'est certes, il y a la valorisation des startups, mais il faut aussi valoriser l'entrepreneuriat. Les small medium businesses sont aussi une partie très très importante de l'économie. Quand on regarde aujourd'hui un pays comme les États-Unis, certes, les startups font partie de la performance du top grade, mais aussi il y a énormément de petits et moyens business aux États-Unis. Et c'est exactement ça qui a développé le landscape corporate, c'est ça qui a développé le landscape B2B, et c'est ça qui a permis aujourd'hui aux startups d'avoir un marché de valorisation. Au Sénégal, l'entrepreneuriat a toujours été un moyen maintenant historique de développement économique. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Quand j'entends des gens dire qu'on amène l'entrepreneuriat en Afrique, je ne suis désolée, ce n'est pas du tout le cas. L'entrepreneuriat existe en Afrique depuis bien plus longtemps que ça. C'est un moyen historique de développement aujourd'hui sur le continent. Et ce qu'on voit au Sénégal, ce n'est que le résultat de ça. Après, forcément, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je ne veux pas être trop partiale non plus, parce qu'effectivement, le Sénégal aussi a énormément d'axes de développement à prendre. Mais je pense qu'il est très, très important pour tous les différents pays qui n'ont pas une économie aussi énorme que celle du Nigeria ou de l'Égypte, de se concentrer sur leurs avantages compétitifs et, encore une fois, de valoriser leur SMEs, parce qu'encore une fois, la technologie est un moyen de leapfrogging, de pouvoir accéder à certains challenges, mais il faut aussi se rappeler que l'Afrique a des problèmes qui existent. Et ce que Paps disait tout à l'heure, on ne peut pas juste venir et développer une application et s'attendre à ce que ça marche. Il faut développer toute l'infrastructure derrière. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans certains pays comme le Sénégal. Vous avez beaucoup parlé, on peut applaudir Bamba et bien sûr Marem, vous avez beaucoup parlé d'Omar Cissé, de ce qu'il fait avec InTouch, notamment sur la formalisation au service des PME. Omar sera aussi avec nous ce soir, il interviendra. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons, je pense que beaucoup de personnes vous posent des questions. Vous avez parlé des investisseurs européens qui mettent du temps, mais il y a aussi des investisseurs européens qui sont extrêmement importants pour l'écosystème, qui financent les entreprises, mais qui financent aussi des fonds, qui créent des fonds de fonds, qui sont des piliers absolument indispensables pour l'écosystème start-up. Et parmi ces acteurs-là structurants, nous avons la chance d'avoir BPI France. BPI France, qui est partenaire historique d'Emerging Valley depuis de nombreuses années. Nous avons la chance d'avoir Isabelle Bébéard, qui est la directrice des relations internationales, qui nous fait l'amitié de venir chaque année et qui a annoncé à la dernière édition le lancement d'un important dispositif pour les fonds et pour les startups. C'est le fonds de fonds Averroès. Ce fonds de fonds, vous l'avez lancé il y a quelques mois. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Et plus globalement, on a vu la BPI qui s'est déployée en Côte d'Ivoire récemment, avec notamment cette manifestation Inspire for Africa. Comment est-ce qu'aujourd'hui la BPI France s'engage concrètement au service de l'entrepreneuriat africain? Et bien sûr, si tu peux, Isabelle, nous faire un retour sur ce bilan de ce fonds de fonds Averroès pour pouvoir voir la vision d'un grand bailleur qu'est BPI France. Merci beaucoup et bonjour à tous. Merci Samir pour ton invitation et ravi d'être effectivement partenaire d'Emerging Valley. Je pense que c'est un événement extrêmement important dans la chronologie et dans l'année pour les startups et pour les relations entre l'Europe et l'Afrique. C'est vrai qu'on est BPI France investi en Afrique depuis très longtemps, puisqu'on a commencé notre premier investissement en 2002. Donc ça fait maintenant très longtemps. Et en 2004, exactement décembre 2003, on a décidé avec Proparco de créer notre premier véhicule en commun qui s'appelait Averroès Finance, qui investissait dans des fonds d'investissement d'Afrique du Nord. Et puis bon, les choses ont évolué, on a fait plusieurs véhicules successifs. Et maintenant, on en est au 4e, qui s'appelle Averroès Africa, parce que depuis, on a étendu notre zone d'intervention à toute l'Afrique, nord, sud, est, ouest, francophone, anglophone, lusophone, sans faire de distinction.
Et avec ce fonds Averroès Africa, on investit dans des fonds de capital développement africain et des fonds de capital risque africain. Donc tu l'as rappelé, c'est un fonds qu'on a créé cette année. On a déjà 3 investissements. Et alors il y a 2 équipes qu'on soutient qui sont des équipes de capital développement. Et puis il y en a une 3e qui fait du capital risque, de la série A, série B. C'est Africa Invest en association avec KT, donc c'est KT Africa Invest Venture. Et puis on est déjà investisseur chez Partech Africa. Et c'est vrai que le venture est un segment qui nous intéresse énormément en Afrique. On en fait bien sûr depuis très longtemps et beaucoup en France. Et voilà. Et je pense que c'est quelque chose. Voilà, la croissance des startups en Afrique, la création et la croissance, c'est vraiment quelque chose qui va devenir de plus en plus important et bien sûr créateur d'emplois, de richesses et de développement. Donc ça, c'est une des activités que nous avons en Afrique. On a une deuxième activité qui est une activité d'expertise où on conseille des gouvernements ou des institutions qui ont envie de créer des outils comme BPI France, en fait, ou en tout cas du même style. Et bien sûr adapté au contexte local. On est par exemple partenaire de la Tunisie pour Smart Capital. Vous savez que la Tunisie a créé donc c'est une institution pour financer l'innovation. Donc ils ont créé leur fonds de fonds ANAVA pour le financement des fonds d'amorçage et de capital risque en Tunisie. Ensuite, ils mettent en place aussi des aides, des avances remboursables pour les startups tunisiennes. Ils sont en train de créer un fonds pour financer les PMI et les PME innovantes. Donc tout ça, on est partenaire. On travaille beaucoup avec le Sénégal puisqu'on échange vraiment depuis très longtemps avec la DER. Et c'est vrai que ce que PAPSAR fait au Sénégal est absolument formidable. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment la signature d'un accord entre l'AFD et justement le ministère des Finances sénégalais pour pouvoir financer justement. Donc l'argent français est bien là. Et en l'occurrence, d'ailleurs, je voulais juste revenir sur moi. Je suis toujours étonnée. Bon, on a fait un petit peu de French bashing, c'est normal, on en fait toujours un peu quand on est en France, mais moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'il y ait de plus en plus d'Africains, surtout qui investissent en Afrique, parce que c'est bien d'attendre que les Français viennent ou que les Européens viennent investir en Afrique, mais il faut aussi que les Africains investissent chez eux. Voilà. Et donc, et pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas assez d'institutions africaines, pas assez de personnes physiques africaines qui investissent en Afrique. Et justement, quand je vois qu'il y a des institutions comme la DER, quand je vois Smart Capital, quand je vois qu'il y a des gouvernements africains qui sont engagés sur cette route, engagés sur le financement des startups, parce que le financement des startups, c'est risqué et ça ne va pas forcément attirer, en tout cas au tout début pour le seed, des investisseurs étrangers. Et donc il faut que ce soit les Africains eux-mêmes qui le fassent. Et je suis très heureuse de voir qu'un certain nombre de gouvernements prennent justement, ont conscience de ça et s'y mettent très sérieusement. Et notamment le Sénégal. Voilà. Merci beaucoup. On peut applaudir Isabelle. Merci Isabelle pour ton intervention, pour représenter BPI France. Je vais me tourner tout de suite vers Abiba. Et j'ai vu que Grégory Clément, le directeur général de la Proparco, est connecté. Je reviens vers toi tout de suite, Grégory. Donc, nous avons la chance et l'honneur d'avoir Grégory Clément avec nous. Je me tourne tout de suite vers Abiba. Chère Abiba, tu es la chef de projet du programme Meet Africa. Meet Africa qui est un programme pour l'entrepreneuriat des diasporas, et notamment, je crois que le Sénégal, mais il y a aussi d'autres pays, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Tunisie, il y a, je crois, l'Algérie, ils font partie du programme Meet Africa. Est-ce que tu peux nous présenter ce programme Meet Africa ? Je rappelle quand même que c'est une enveloppe de 8,5 millions d'euros sur 3 ans, qui est financée par l'Union européenne, financée par l'Agence française de développement, qui soutient l'entrepreneuriat africain, qui soutient la diaspora. Est-ce que tu peux nous présenter ce programme et quel est le profil des bénéficiaires qui sont financés par Meet Africa ? Oui, alors d'abord merci Samir et bonjour à tous. Donc Meet Africa, en fait, c'est un programme qui est né en 2016. Mis en œuvre par Expertise France dès le démarrage en fait en 2016 avec une phase pilote qui a permis d'accompagner 80 porteurs de projets
entrepreneurs de la diaspora basés en France principalement et en Allemagne, qui ont pour projet d'entreprendre dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays africains dont ils ne sont pas forcément originaires. Et à la suite de cette phase pilote, on a fait 3 constats. Le premier constat, c'était un besoin d'amélioration de l'information et de l'orientation des entrepreneurs de la diaspora. 2, de simplifier le parcours d'accompagnement et davantage impliquer les acteurs, alors institutionnels mais également privés, de l'écosystème entrepreneurial. Et 3, apporter du financement d'amorçage, puisque souvent il y a des dispositifs qui existent après, mais c'est trop risqué de financer en démarrage, en création d'entreprise. Et c'est comme ça que Meet Africa 2 est né. Donc Meet Africa 2, c'est un programme donc, de 8,5 millions d'euros financé par l'Union européenne et l'AFD, donc mis en œuvre par Expertise France, qui a commencé aujourd'hui depuis un peu plus d'1 an et qui est donc plus ambitieux. On a 3 objectifs dans Meet Africa 2. Le premier objectif, c'est co-incuber 140 entrepreneurs de la diaspora issus de 6 pays, donc Tunisie, Maroc, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire et Cameroun. Et on est en train de réfléchir sur ce qu'on peut proposer aux autres pays africains qui ne sont pas partenaires actuellement. Et c'est la diaspora européenne, africaine basée en Europe. Donc ce n'est pas que la France. On a des entrepreneurs qui sont basés en Italie, en Belgique, etc. Donc premier objectif, la co-incubation d'entrepreneurs de la diaspora. Deuxième objectif, le financement d'amorçage de 170 entreprises de la diaspora avec un fonds de 2 millions d'euros sous forme de subvention pour donc, appuyer les fonds propres de ces entrepreneurs-là. Et troisième objectif, c'est le réseau. Et donc construire un écosystème entrepreneurial euro-africain qui travaille ensemble, travaille dans chaque pays. Alors déjà, voilà, constituer un écosystème entrepreneurial qui se met déjà autour de la table et se dit qui fait quoi et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui créer la chaîne de valeur de l'accompagnement. Parce que souvent, ils sont tous en idéation et il y a des lacunes en fait, sur le parcours. Et également entre les pays. Et du coup, voilà, s'enrichir des expériences d'autres pays qui sont plus avancés, comme le Sénégal, la Tunisie. Et du coup, inspirer et du coup, faire de partage de bonnes pratiques pour les autres pays, parce qu'on en a 6, donc c'est hyper hétérogène. Et également, renforcer les capacités de l'écosystème, impliquer 2 niveaux en fait, de partenaires. Il y a des partenariats institutionnels et des partenaires techniques. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir emmener avec nous, créer une dynamique qui soit pérenne, qui va du coup nous aider à mettre en place des dispositifs long terme où des partenaires institutionnels s'engagent à faciliter la création d'entreprises, des startups dans chaque pays d'implantation. Et donc, on travaille par exemple avec l'APME au Cameroun, avec l'ADPME au Sénégal, la FIPA en Tunisie, etc. Et ensuite, on a des opérateurs techniques, donc les incubateurs, les accélérateurs, tous les partenaires financiers, etc. pour et l'accompagnement et également accompagner à la levée de fonds ensuite. Voilà les objectifs. On a aujourd'hui 76 lauréats qui sont en cours d'accompagnement par 6 incubateurs basés en France. Et ensuite, ils vont prendre la main en Afrique par d'autres incubateurs dans chaque pays d'implantation, donc la co-incubation. On a près de la moitié d'entrepreneurs femmes. Pardon. Ils ont de 24 à 60 ans dans des secteurs d'activité. Majoritairement, c'est le numérique, l'éducation, l'industrie alimentaire et l'artisanat commerce. Voilà, on a dans les 76, un tiers ont déjà entrepris et ont déjà du chiffre d'affaires et des salariés, etc. Et en fait, la particularité de Meet Africa, c'est qu'on s'adresse autant à des entrepreneurs qui sont en idéation, mais également à ceux qui ont déjà créé depuis moins de 3 ans et déjà réinstallés dans leur pays d'origine ou d'implantation. Très bien. Merci beaucoup Abiba. On peut applaudir Abiba pour la présentation de Meet Africa. Nous avons la chance d'avoir le directeur général de la Proparco. En tout cas, je l'ai vu il y a une seconde. Grégory, est-ce que tu nous entends? Monsieur Clément?
Oui, bonjour Samir, moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, on vous entend très bien. Bonjour monsieur Grégory Clément, vous êtes le directeur général de la Proparco, qui est, je pense, l'un des principaux fonds d'investissement publics dédiés au secteur public et privé. Donc vous êtes la filiale de l'AFD dédiée au secteur privé. Vous avez mis justement au cœur de cette mandature le soutien aux PME que vous mentionnez et aux TPE. Et en tant que DFI impliqué sur le continent, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les programmes que la Proparco et que vous soutenez sur le continent, et je pense en particulier au programme Choose Africa. Aujourd'hui, comment vous vous engagez au service de l'entrepreneuriat africain, Grégory Clément? Oui, merci beaucoup Samir. Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation et encore une fois, désolé d'avoir pu me rendre à Marseille, ça a été avec beaucoup de plaisir. Pour répondre à cette question, effectivement, je peux vous dérouler les principaux programmes que nous mettons en œuvre depuis maintenant 3-4 ans, depuis 2018, voire 2019, en fait, si on voit ce que nous avons fait depuis l'annonce par le président de la République sur Choose Africa. Donc peut-être rapidement, Choose Africa, c'est quoi? C'est 2,5 milliards d'euros qui sont dédiés au financement et à l'investissement dans les TPE, les PME, mais également les startups uniquement sur le continent africain. Donc 2,5 milliards d'euros, c'était le discours du chef de l'État et nous l'avons mis en œuvre. Durant la crise, et durant cette pandémie, nous avons ajouté 1 milliard d'euros, ce que nous avons appelé Choose Africa Résilience. Donc c'est un autre programme qui lui était dédié essentiellement en fait aux entreprises qui ont été les plus affectées par cette crise et des secteurs entiers ont été en difficulté. Je pense particulièrement au transport, à l'hôtellerie, au tourisme, mais pas uniquement. Et donc un effort additionnel qui, je crois, a montré la solidarité de la France vis-à-vis du continent à travers des programmes de garantie essentiellement. Sur chacun de ces programmes, Choose Africa et Choose Africa Résilience, eh bien, en fait, on n'a jamais oublié le volet start-up et notamment l'amorçage, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, dès l'annonce en 2018-2019 de ce programme Choose Africa, était embarqué un programme qui s'appelait Digital Africa, qui a donné naissance à une association du même nom. Et à travers Digital Africa, l'engagement était de 65 millions d'euros à déployer sur le continent. À date, en fait, on a déployé plus de 70 millions d'euros, donc on a atteint la cible qui nous était fixée. Et puis, vous l'avez sans doute entendu durant le nouveau sommet Afrique-France, de nouveaux engagements ont été pris à cette occasion et un effort additionnel, puisqu'il a été décidé de porter ce chiffre de 65, de le porter à 130 millions sur une nouvelle période, 2022-2025. Donc on a fait plus de 70 millions d'euros sur la période précédente, on doit faire le double sur la période à venir. Et pour ça, on va travailler les synergies, notamment avec Digital Africa, mais sans doute j'aurai l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup Grégory. On va revenir vers vous justement à la toute fin, mais l'idée aussi c'est de tracer des perspectives d'avenir pour le VC africain. On a parlé de licorne, on a parlé d'arrivée massive des investisseurs. Je vais revenir vers vous, Marem. Alors, je vais le dire en français, je reste sur le français parce que je croyais que vous étiez totalement anglophone. Mais, alors, en tant qu'investisseur, vous avez vu plusieurs sociétés devenir qui étaient au départ des sociétés qui traitaient justement la question des PME, devenir aujourd'hui des véritables licornes. On parle beaucoup de Wave. Partech, par exemple, que soutient fortement la BPI, qui a pris un ticket décisif en Partech, a soutenu en cascade Wave. Selon vous, quelle est la perspective pour 2022 et après? Est-ce qu'on va véritablement voir ce qui semblait être des cas isolés, une norme, c'est-à-dire de plus en plus de licornes, made in Africa, avec des co-investissements européens, français, africains, qui fait émerger ces futurs champions, pour peut-être toi demain, Paps. Comment est-ce que tu vois les prochaines tendances depuis la Silicon Valley? D'un point de vue investissement, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, en tout cas nous, investisseurs basés de l'autre côté de l'Atlantique, c'est que l'Afrique, pour nous, est une priorité.
Et la raison, c'est qu'il y a quelques années, je pense qu'on aurait pu dire que ce sont des cas isolés. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un écosystème qui prend de la maturité. Et ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a l'exemple de Wave, mais il y a aussi l'exemple de OPay, il y a l'exemple de Chipper Cash, il y a l'exemple de compagnies qu'on voit aujourd'hui qui ont été supportées par l'écosystème, qui ont été créées par des entrepreneurs avec beaucoup de maturité, qui ont été supportées par des VC africains, qui ont aussi été supportées par des VC américains, internationaux. Aujourd'hui, des investisseurs comme Satoshi qui sont aussi présents. Donc, on se rend compte que l'écosystème prend de la maturité, premièrement. Deuxièmement, on se rend compte qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'investissement en Afrique n'est plus une question de charité, c'est une question de business. C'est une décision purement business. Quand on regarde aujourd'hui les portfolios de compagnies sur le continent, on se rend compte que investir dans ces entreprises-là est un atout pour les investisseurs plus qu'autre chose. Et donc, quand on regarde la manière dont les due diligence sont faits, quand on regarde la manière dont les co-investissements sont faits, on se rend compte que c'est un intérêt business avant tout. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine maturité de l'écosystème. Et aussi, j'aimerais rappeler que l'écosystème start-up et aussi VC du continent est très jeune. On parle vraiment d'un écosystème qui commence à fleurir. Et quand on regarde même dans d'autres locations, on se rend compte que pour créer un certain écosystème, il faut du temps. Et l'Afrique a eu besoin du temps, a encore besoin sûrement de plus de temps, mais il y a une certaine maturité qui commence à arriver. Et pour nous, ce qu'on voit, c'est qu'on aimerait évidemment augmenter nos investissements sur le continent. On aimerait aussi être présent on the ground, parce qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de helicopter investing. Donc, on a beaucoup investi à partir de San Francisco. On a beaucoup investi à partir de nos autres régionaux fonds. Et ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir investir on the ground, parce qu'on devrait être sur le terrain. On devrait être à la portée des entrepreneurs, parce que investir, c'est pas seulement juste investir. Il faut aussi être là pour les boîtes, il faut les aider à grandir, il faut les aider à avoir d'autres investissements et à lever d'autres rounds. Donc nous, notre futur sur le continent, c'est de pouvoir être sur le ground. Et en plus aussi, ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est qu'on voit aussi aujourd'hui le nombre d'investisseurs uniques sur le continent est vraiment passé x5. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que au-delà du fait qu'il y a beaucoup d'institutionnels aussi sur le continent, que ce soit des États africains ou des États internationaux, qui pour moi est vraiment nécessaire pour dérisquer un certain niveau du vraiment early stage, on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, des investisseurs qui sont en train de croître, parce que le VC aussi est en train de croître dans le reste du monde, c'est pas qu'en Afrique, j'aimerais le rappeler. Ce qu'on voit aussi en Amérique latine, c'est qu'il y a énormément de VC qui grandissent. On voit aussi ça dans APAC, donc des pays comme Malaysia, Thaïlande, India. C'est vraiment, aujourd'hui, le VC investment est en growth. Le startup technology est en growth et particulièrement en Afrique, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des success stories. Donc, il y a la notion de maturité de l'écosystème et ça, c'est très important à prendre en considération. Et il y a aussi le fait de contextualiser cette croissance dans les marchés émergents de manière générale. L'Afrique est un cas exceptionnel et on l'aime parce que on est de là-bas, mais aussi ça se passe dans le reste du monde. Il faut regarder aussi ce qui se passe aujourd'hui dans l'Asie de l'Ouest. Il faut aussi regarder ce qui se passe dans l'Amérique latine. C'est une croissance mondiale dans la direction de la technologie et des startups de manière générale. Et pour nous, en tant que VC Firm, c'est une priorité de faire partie de cette croissance de manière mondiale. D'où le nom d'ailleurs de 500 Global. C'est que vous avez vraiment cette vision globale. Merci beaucoup Marem. On peut applaudir Marem pour cette vision 360 degrés. Bravo. Satoshi, are you still with us? Satoshi, do you hear me? Yes. Satoshi, est-ce que vous m'entendez? Alors, en moins de 2 ans, vous avez investi dans près de 100 startups en Afrique. C'est très impressionnant. Alors, d'après vous, est-ce qu'il vaut mieux parier sur plusieurs startups ou bien sur une seule licorne? Et d'après vous, quels sont les critères qui montrent qu'une startup est vraiment en pleine expansion et qu'elle a vraiment le potentiel de conclure des très beaux marchés, d'après vous et d'après Keppel Ventures? Merci beaucoup. Oui, je pense que nous devons
rendre nos écosystèmes africains durables. Et pour parvenir à cela, il faut toujours des nouvelles startups. Nous ne pouvons pas, en tant qu'entrepreneur, je suis très enthousiaste. J'ai beaucoup d'enthousiasme pour les startups. Il faut ensuite voir comment est-ce que ces startups en phase d'amorçage se développent. Nous voyons de plus en plus d'entrepreneurs qui sont inspirés par les licornes. Par exemple, au Nigeria, nous voyons des startups qui se développent. Dans les 3 prochaines années, au Sénégal, nous sommes très contents de voir ce cycle se poursuivre en Afrique. Nous avons besoin évidemment d'investisseurs qui investissent dans les phases d'amorçage. Donc nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les licornes. Nous devons faire en sorte que l'écosystème soit plus solide. Au Maroc, Sandy au Kenya a investi. Nous avons vu différents exemples, comme MFS qui a investi au Nigeria. Et ce type de consolidation au sein des startups, c'est aussi un excellent moyen de montrer que l'écosystème africain est plus mature aujourd'hui. Par ailleurs, il y a un goulet d'étranglement de l'écosystème africain. Autrefois, ces derniers temps, nous avons vu une augmentation des capitaux en direction des phases d'amorçage. Nous devons prendre en compte le cycle de vie entier de l'écosystème et nous devons être réactifs. Et c'est pourquoi nous essayons maintenant de nous focaliser sur la phase A et la phase B. Merci. On peut applaudir Satoshi pour son intervention depuis Tokyo. Je ne sais pas quelle heure il est à Tokyo, mais en tout cas, merci de nous avoir rejoints. Et la prochaine fois, en présentiel, l'année prochaine, en physique, tu seras le bienvenu à Marseille pour rencontrer nos startups. Merci beaucoup, Satoshi. Thank you very much. Je vais me tourner vers toi, Isabelle. Est-ce que j'ai une question vraiment un peu technique sur justement le rôle aussi de la BPI pour justement appuyer cet écosystème? Est-ce qu'il faut s'attendre en 2022 à un effet Covid sur le niveau des deals? Plus particulièrement, est-ce que, par exemple, dans les fonds de fonds que vous appuyez, vous avez vu un certain retard dans l'avancement des projets, dans l'avancement des deals qui sont dans le pipe? Ou est-ce qu'au contraire, on peut dire que cette pandémie a aussi été quelque part un catalyseur pour les investisseurs et pour déclencher les décisions d'investisseurs? En fait, je crois qu'en 2020, on a tous été tellement surpris. On a dû tous se réorganiser, s'adapter. C'est vrai qu'il y a eu un certain retard, en tout cas, et un certain retard dû non seulement aux problèmes de déplacement, mais aussi parce qu'il fallait se concentrer sur les investissements déjà réalisés, aider soit les fonds, quand on est un fonds de fonds, soit les entreprises dans lesquelles on avait investi pour passer cette crise. Donc il y a eu cette espèce de ralentissement et puis d'hébétude en 2020. Je crois que ça n'a pas du tout été le cas en 2021. D'ailleurs, quand on voit le niveau d'investissement dans les startups en Afrique en 2021, on s'attend à près de 4 milliards de dollars en 2021. Tu le rappelais, je crois que c'était 1,40 milliard, 1,4 milliard. L'année dernière, oui, sur le rapport Partech, effectivement. Donc on voit près de 4 milliards, c'est absolument énorme.
Donc on montre que, en fait, ça y est, quand même, le monde s'est réorganisé et, en termes justement d'investissement. Après, il y a aussi des secteurs qui ont bénéficié de cette crise. Et justement, en Afrique, le secteur dans les startups, par exemple, la e-santé, la e-éducation, la partie aussi, comment dire, digitalisation des entreprises, tout ça, ce sont des secteurs qui ont bénéficié de cette crise. Donc moi, je suis très optimiste sur 2022. Et d'ailleurs, quand on voit ce qu'a fait par exemple Wave cette année, on peut se dire il va y en avoir d'autres aussi parce que c'est comme ça, on s'est comment dire, habitué. Et je voulais juste peut-être citer, parce que tu demandais tout à l'heure ce qu'on faisait en Afrique, il y a une autre initiative dont je voulais parler, et justement là j'y reviens parce que nous aussi on s'est adapté en fait à cette situation. On a une plateforme digitale qui s'appelle Euroquity, c'est euroquity.com, qui à la base a été créée en 2008 pour financer les startups et avec, vous savez, avec tous les investisseurs individuels, avec les exemptions de taxes en France. Bon, bref, Euroquity, ça s'est énormément développé. C'est 20 000. Donc, il y aura une présentation d'ailleurs sur le stage, voilà, 3 cet après-midi. Exactement. Ouais. C'est 20 000 maintenant abonnés à la plateforme. Plus de la moitié sont étrangers. C'est une plateforme qui est très développée en Europe, en France et en Afrique. Et sur cette plateforme, il y a des entreprises innovantes, des investisseurs, plus de 2000, et des incubateurs, accélérateurs. Et justement, pendant cette crise, où c'était compliqué d'aller se voir, etc., on a créé une communauté qui s'appelle Africa Next. C'est une communauté d'investisseurs de VC intéressés par l'Afrique. Et tous les 3 mois, ces VC présentent à leurs collègues VC une opportunité de leur portefeuille pour faire des rounds successifs. Et maintenant, dans tous nos pitchs, on a plus de 100 VC inscrits, et c'est des VC qui viennent d'Europe, d'Afrique, des États-Unis et du Japon aussi. Tout à fait. Et c'est une initiative qui a été vraiment mise en place à cause de cette crise, justement. Et ça marche très fort. Ça a été un catalyseur aussi pour cette prise de maturité que tu évoquais tout à l'heure, cher Marem. Je vais te passer la parole, Bamba, sur les perspectives d'avenir. Et nous avons la chance d'avoir une start-up en très forte croissance sur ce panel. En tant que fondateur, en tant qu'entrepreneur, tu es amené à penser, à construire la stratégie de croissance de PAPS et d'établir cette stratégie en fonction du contexte. Aujourd'hui, quel type d'investisseur tu recherches? Et au-delà du milliard de la valorisation, c'est ce grand fantasme de la licorne, quels objectifs concrets sont ceux de PAPS pour faire ce passage à l'échelle au niveau panafricain? Je te remercie, Samir. Aujourd'hui, nous, on n'est pas du tout sur un fantasme de licorne. Tu vois. Je pense que ça ne se prévoit pas. Tu vois. C'est un statut qui arrive. Je pense que Wave est arrivé au statut de licorne. Ça leur a pris 10 ans pour avoir un modèle à dupliquer au Sénégal. Et ensuite, ce modèle dupliqué au Sénégal a été dupliqué en Côte d'Ivoire. Sur 2 pays, ça devient une licorne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire. Tu vois. On ne s'attend pas à ça d'une fintech en Afrique, pour faire une licorne en tout cas. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se positionner comme un enabler pour nos clients. Moi, je souhaite que mon client au Sénégal puisse vendre en Côte d'Ivoire, puisse vendre au Mali, puisse vendre au Cameroun, tu vois, dans un sens. Et pour ça, on a besoin de créer toute une infrastructure dans nos pays. Donc c'est ça, réellement, le sens et le but de tout ce qu'on fait. Demain, cette infrastructure-là doit nous permettre de faciliter les échanges. On parle de ZLECAf, on parle de plein de choses aujourd'hui sur le continent. Ça ne pourrait être une réalité que si on a l'infrastructure qu'il faut. Et des acteurs, justement, qui permettent d'enabler les clients. Et de l'autre côté, il y a toujours cette relation avec l'Afrique et les différents continents, hein, tu vois, des relations avec l'Asie, des relations avec l'Europe, les États-Unis, et tout ça aussi, ça doit... C'est-à-dire que pour moi, la définition il n'y a pas d'e-commerce africain ou de VC africain, tu vois, il y a de l'e-commerce, donc tu as des acteurs comme Jumia, mais tu as des acteurs comme Amazon. Comment on fait demain pour commander sur Amazon? On doit pouvoir, nous, créer cette infrastructure locale, demain créer le link entre l'Afrique et l'Europe, et grâce à notre API, plugger tout ce qu'il faut et permettre à nos consommateurs de consommer, mais également d'exporter, tu vois, vers d'autres pays des produits qui sont créés dans nos pays. Alors, juste, je pense que tout ça, ça sera possible, comme je le disais, parce que on est dans une phase de notre écosystème sur lequel tu as aujourd'hui des entreprises qui ne sont pas encore exitées.
et c'est pour revenir un petit peu à ce que disait Isabelle tout à l'heure par rapport aux investisseurs africains, on n'a pas d'exit encore. Notre écosystème est beaucoup trop jeune. L'exit en Europe, c'est Xavier Niel, c'est en quelle année, tu vois? Et donc un Xavier Niel qui investit, qui crée des fonds, ça prend du temps. Et donc ce temps-là, aujourd'hui, nous, on est dans une phase où déjà, on doit créer de bonnes boîtes, on doit consolider notre infra, et on doit avoir des investisseurs qui croient en cette vision pour nous aider à créer ces boîtes-là, qui ne sont pas des investisseurs type institutionnel. Pour moi, je pense que, et ça revient à ta deuxième question, il nous faut des entrepreneurs, il nous faut une expertise, en fait, aujourd'hui, tu vois. Parce que un founder, un fondateur comme moi, 5 ans d'expérience, c'est chaque année, tu dois te transformer pour être la personne qu'il faut pour la boîte. Tu vois, tu passes de 0 francs à 3 millions de chiffre d'affaires, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas, et en tout cas qu'on n'apprend plus à l'école, et malheureusement, on a besoin autour de nous d'avoir des investisseurs, soit qui ont une connaissance et qui ont peut-être un mandat sectoriel, et ça, je trouve que c'est les meilleurs. Donc, des investisseurs qui se disent, voilà, nous, notre mandat, c'est e-commerce, logistics, infrastructure. Top. Tu es sûr que dans son portefeuille, tu trouveras des clients, tu trouveras des talents, et tu es sûr que ce gars-là, il investit pour que finalement tout s'entrecroise sur son portfolio. Tu peux avoir aussi des investisseurs, et je pense que c'est ce qu'on a eu beaucoup plus tôt en early stage, qui était très B2B, quoi. Super réseauté, qui te ramène du client, et très bien. Mais tout ça, c'est toujours lié, je pense, à la phase dans laquelle la société est. Sur du seed, on a plus le choix sur le type d'investisseur. Sur de la série A, il y a un deuxième filtre. Déjà, tu as moins d'investisseurs qui investissent en série A. Et pour ceux qui investissent en série A, il y a des autres mandats de location. J'investis au Kenya, mais pas en Afrique du Sud. J'investis au Sénégal, mais pas... Et donc, finalement, tu as un filtre, tu n'y comprends plus rien. Je pense que sur ces stages-là, il n'y a toujours pas assez d'investisseurs, tu vois, sur de la série A. On en a beaucoup plus sur le seed, on en a beaucoup plus sur le pre-seed. Il y a assez d'accélérateurs, on est très bien. Sur la série A, il en faut encore. Tout à fait. On se rend compte que tous ceux qui avaient investi chez PAPS en 2018, c'est ceux qui vont sortir. Et finalement, ceux qui réinvestissent, tu as 2-3 investisseurs. Tu vois, et avant, tu en avais une dizaine. Donc, c'est un peu cette maturité qu'il faut prendre le temps d'avoir. Après, voilà, tu vois, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter, mais bon, il y a beaucoup de choses. Ouais, ça recoupe avec tout ce qui s'est dit. Ça recoupe très bien. Je pense qu'il y a vraiment le même constat. Il nous reste 2 minutes. Alors, merci beaucoup. On applaudit Mamba, on applaudit aussi Isabelle qui a aussi présenté sa vision juste avant. Merci à tous les deux. Habiba, il faut qu'on parle de la diaspora, que la diaspora aussi est une source de financement, un peu trop souvent. Je pense qu'il y a la diaspora qui est l'une des sources de financement indirectes du continent. On connaît bien entendu les estimations sur les flux d'argent qui sont transférés aux familles, qui parfois dépassent les montants de l'aide au développement. Comment concrètement on peut capitaliser sur le financement de la diaspora pour l'orienter aussi vers l'entrepreneuriat africain, vers les founders, et pour réussir à combler un peu cette série A aussi qui peut... Est-ce qu'on peut avoir des mécanismes intelligents via la diaspora pour financer l'entrepreneuriat africain ? Je pense qu'aujourd'hui, la diaspora, elle a une double, voire triple compétence. Ils ont la connaissance justement du contexte africain, des codes. Ils ont aussi une envie, aussi des intérêts, même émotionnels, parce qu'ils ont envie. Il y a une vraie rage de vouloir se dire tiens, j'ai envie de faire quelque chose pour l'Afrique, pour mon pays d'origine ou pour l'Afrique en général. Et également la connaissance et le savoir-faire européen. Et du coup, en fait, quand un entrepreneur de la diaspora entreprend, et en fait, il crée 2 boîtes en même temps. Il crée ici et il en crée une là-bas. Donc, il y a un vrai appui et une vraie connaissance sur les mécanismes de financement. Il y a aussi un capital qui a été construit en amont avant de lancer son entreprise. Et du coup, aujourd'hui, on sait que les entreprises de la diaspora, quand elles se créent, elles créent dès le démarrage avec un capital au même niveau qu'une PME, avec la création d'emplois de 5 à 20 salariés dans leur pays d'origine, par exemple. On le voit, nous, dans les lauréats qu'on a actuellement en cours d'accompagnement. Et aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est aussi de capitaliser sur cette expérience-là, sur cette double culture, sur les transferts de fonds et de création d'entreprises qui se font entre l'Europe et l'Afrique, mais également entre l'Afrique et l'Afrique, pour se dire, OK, aujourd'hui, mais qu'est-ce que peut faire la diaspora ? Je rebondis sur ce que disait aussi Isabelle tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut pousser à ce qu'il y ait plus d'investisseurs africains ? Nous, aujourd'hui, on se concentre à se dire, il faut plus d'entrepreneurs
euro-africain, donc transnational finalement, c'est de l'entrepreneuriat transnational. Comment est-ce qu'on fait pour créer de la co-incubation? Comment est-ce qu'on fait pour que le financement soit un effet de levier pour après créer d'autres dispositifs de financement? Comment est-ce qu'on incite également les États, donc les institutions publiques à alléger finalement en fait? C'est un peu, je pense que la diaspora elle a vraiment un message à porter à ces institutions, aux agences publiques dans chaque pays d'intervention et globalement en Afrique pour transmettre ce message-là, dire il y a un potentiel qui existe, voilà ce que nous on a envie de faire, ce qu'on est prêt à faire, on a un savoir-faire, on ramène des équipes, on a de l'argent. Venez, on parle d'allègement, d'exonération fiscale, d'allègement il y a aussi l'inégalité des passeports. Il faut aussi le dire, on parle de déplacements à cause du Covid, mais également les déplacements tout court qui sont compliqués avec la demande de visa, etc. On a vu aussi pour l'événement aujourd'hui pour faire venir des partenaires d'autres pays. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi ça que la diaspora apporte, c'est vraiment faciliter tous ces déplacements, le transfert de savoir-faire, des financements qui sont de l'épargne, mais qui du coup aujourd'hui peuvent se transformer justement en investissement. Et on espère justement après, on n'arrive peut-être pas à la licorne, mais on espère avoir plus d'investisseurs en seed ou en série A à long terme. Tout à fait. Merci beaucoup Habiba. On peut applaudir Habiba. Et je vais demander en 40 secondes, mon cher Grégory Clément, si tu es avec nous en ligne, de dire le mot de la fin en 1 minute. Un pitch en 1 minute. Là, maintenant, c'est à vous de pitcher en 1 minute. Le mot de la fin. D'accord. En 1 minute, beaucoup de choses ont été dites. Moi, ce que je voudrais indiquer, en fait, c'est que il y a effectivement une Afrique qui entreprend énormément aujourd'hui. À nous, investisseurs institutionnels, d'accompagner les entrepreneurs. Et pour ça, on a plusieurs outils à disposition et modes de faire. Le premier, c'est d'être présent sur les phases d'amorçage, beaucoup plus que nous le sommes aujourd'hui. Et on sait en fait que c'est là où le risque a tendance à se matérialiser davantage. Mais c'est notre rôle que d'être présent dans la construction, dans le développement, dans la consolidation des écosystèmes, d'une part. Et donc là, il faut favoriser l'amorçage. Le deuxième élément sur lequel on doit être absolument présent et moteur, je pense, c'est sur l'animation de communautés d'acteurs. Je pense qu'au-delà de la valeur financière et des ressources qu'on est susceptible ou capable d'apporter, la mise en relation d'acteurs, elle est clé aujourd'hui, elle est clé dans l'ensemble des filières, dans l'ensemble des verticales d'investissement. Et je crois que ça a été dit tout à l'heure, c'est important de mettre et de pouvoir mettre en relation des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. À un moment donné, les transformations des startups se font à une vitesse accélérée et il faut avoir à chaque fois les bons réflexes, les bonnes compétences, les bonnes connexions pour pouvoir développer son entreprise. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Puis enfin, pour moi, il y a un dernier volet, et sans dépasser les 40 secondes, je pense que c'est notre capacité à attirer d'autres investisseurs ou des fonds d'investissement spécialisés et accompagner ces fonds d'investissement spécialisés dans le financement et l'investissement auprès de startups, et si possible, à tous les stades de leur développement. En tous les cas, au sein du groupe Agence française de développement avec Proparco, Digital Africa, et Expertise France désormais, c'est ce qu'on essaye de construire. Voilà. Merci beaucoup. Merci Grégory Clément. On peut applaudir Grégory Clément, directeur général de la Proparco. Et tous nos panélistes, nous avons eu une plénière de haut niveau, une plénière vraiment très prestigieuse. Et encore une fois, merci d'être là. Je vous demande d'applaudir Marem Dieng, qui a partagé son expérience, qui est venu de la Silicon Valley. Bamba Lo, fondateur de PAPS. Je vous demande d'applaudir Isabelle Bébéard, directrice internationale de BPI France. Et je vous demande d'applaudir également Habiba Hadi, qui est la coordinatrice de Meet Africa, chef de projet. Merci à vous. On va faire la petite photo et on va passer au plateau suivant. Et la photo de famille. Le débat va continuer.